Bonsoir et bienvenue, nous voilà de retour et je suis très heureux de vous accueillir dans votre club de 28 minutes. Vous y serez en très bonne compagnie, ils sont historiens, journalistes, essayistes et dessinatrices. Ce sont nos clubistes qui vont ausculter l'actualité de la semaine. Au menu de ce soir, alors que les actes antisémites ont fortement progressé en France depuis le 7 octobre 2023, une proposition de loi pour lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme fait polémique. L'intention, c'est quoi? C'est d'estimer que finalement l'antisionisme est un antisémitisme. Et il y a une volonté à travers ce texte de loi de judiciariser le débat politique et empêcher en fait toute critique de l'État d'Israël. Alors ce texte étend le délit d'apologie du terrorisme et en crée un nouveau qui sanctionne l'appel à la destruction d'un État reconnu par la France. Plus de 600 000 pétitionnaires dénoncent une proposition de loi qui empêcherait toute critique de la politique du gouvernement israélien. Alors s'agit-il d'un texte liberticide ou au contraire d'une loi utile pour sanctionner l'antisionisme quand celui-ci se fait le masque de l'antisémitisme? On en débattra. Puis nous apprendrons la joie de vivre avec notre invité de la semaine, le comédien Michael Hirsch. Car la joie, c'est simple comme un spectacle et c'est l'objet de son seul en scène, à la fois drôle et sensible et intitulé « Il y a de la joie ». Il y a de la joie, la preuve, car en fin d'émission, nous retrouverons notre guéluron à nous, le toujours joyeux David Castello-Lopez. Salut David. Bonjour Renaud. De quoi vous nous parlez ce soir? La cigarette électronique. Youpi, à tout à l'heure David. Voilà donc le programme du Club de 28 minutes, c'est parti. Youpi, vous êtes là Marjorie? Youpi, je suis là. Bienvenue Marjorie Adelson, ravi de vous retrouver. Et Frédéric Seiz. Quelle joie. Bienvenue Fred. Oh là là, je suis gâté ce soir. Et voici nos clubistes. À mes côtés, Julie Gradiani. Bonsoir Julie, essayiste. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les escrocs, le blanchiment des idées sales, paru aux éditions de l'Artilleur. Bienvenue à vous. À vos côtés, Yanis Roder. Bonsoir Yanis, bienvenue. Professeur agrégé d'histoire au collège, directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès. Et vous, votre dernier ouvrage s'intitule Préserver la laïcité, paru aux éditions de l'Observatoire. Et à vos côtés, Léo Rossel. Bonsoir, bienvenue à vous. Enseignant en sciences politiques à Paris-Dauphine, membre de la rédaction du média en ligne Le Vent se lève. Votre dernier livre, Léo Rossel, s'intitule La Sécu, une ambition perdue, point d'interrogation, paru aux éditions La Thèse. Bienvenue à tous les trois. Et au pupitre, qui est là? Mais c'est Coco qui est là. Bonsoir Renaud. Comment ça va Coco? Très bien. Et vous? Oh bah oui, dès que je vous vois, je suis tellement content de vous accueillir. Bienvenue Coco. Dessinatrice, bien sûr, à Charlie Hebdo et Libération. Je rappelle aussi que votre BD à succès, Dessiner encore, est adapté au théâtre Le Pic à Paris et c'est jusqu'au 3 mai. Tout de suite, Frédéric, on va commencer avec la première actualité de la semaine. Alors, on se souvient de la fameuse chanson de la Troisième République. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Bah si, finalement, on va avoir de nouveau l'Alsace. Et d'ailleurs, les uns y voient du séparatisme, les autres du bon sens. Cette semaine, l'Assemblée nationale a voté la création d'une nouvelle collectivité alsacienne. Dans les faits, ça revient en fait à séparer l'Alsace de la région Grand Est, qui englobe aussi la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Une loi votée à l'initiative des députés macronistes, avec l'appui de la droite et du Rassemblement national. Libérons l'Alsace de ce carcan et puis ne tournons pas autour du pot, donnons-lui un vrai nom. N'essayons pas de nous cacher comme si on avait honte que l'Alsace soit une région. Ça va devenir, nous l'espérons, une région de plein exercice. Appelons-la l'Alsace et puis arrêtez de tournicoter autour du pot. Voilà, une région de plein exercice. Alors même si le Sénat peut encore rejeter cette loi et le Conseil constitutionnel peut encore l'invalider, le texte est soutenu par une majorité d'élus alsaciens qui veulent retrouver une identité régionale reconnue par l'État. Yanis Roder, pour vous, cette revendication, elle est compréhensible ou elle est un peu dangereuse pour la République? Alors, je ne sais pas si elle est dangereuse pour la République. Je me souviens juste qu'en 2013, il y avait eu un référendum sur l'unification des deux départements Bas-Rhin-Haut-Rhin et qui avait été rejeté de l'Alsace, pardon, qui avait été rejeté par la population alsacienne. Donc de cette volonté unificatrice, enfin en tout cas d'identitaire régionale, en 2013 les Alsaciens ne la voyaient pas. Est-ce qu'ils la voient aujourd'hui? Je ne sais pas. En tout cas, les représentants de la région Alsace, les députés semblent la voir. Moi, ce que je crois, c'est que vous savez, et c'est, je crois, vérifiable un peu partout. Plus l'identité régionale recule, plus on essaye de l'afficher par des moyens un petit peu détournés. Je vais prendre un exemple que je connais un peu, la Corse. En Corse, les nationalistes sont au pouvoir depuis, je crois, 2015. On n'a jamais aussi peu parlé le corse, la langue corse qui disparaît, en fait, qui est en train de mourir. Et on a cette revendication de cette
particularité, alors c'est une île, l'insularité, cette particularité corse, et qui passe normalement, et beaucoup qui passaient par la langue, mais cette langue, elle est de moins en moins parlée. Et donc je pense qu'il y a peut-être de cela en Alsace, cette idée qu'on va retrouver cette histoire, cette identité, par la constitution d'une région Alsace. Oui. Julie Graziani, vous avez peut-être d'ailleurs vu dans le Figaro cette tribune de l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer et de Benjamin Morel, le maître de conférence en droit public, qui met en garde contre le danger que porte ce type d'initiative en parlant du différentialisme régional qui pourrait finalement dépecer peu à peu le sentiment d'unité nationale qui est prévu dans la Constitution. Oui, sur le plan juridique, les constitutionnalistes estiment que c'est quand même compliqué à mettre en œuvre et que ça engage après des disparités de traitement avec d'autres régions qui pourraient elles aussi se mettre à revendiquer leur identité propre, parce que bien sûr toutes les régions françaises ont leur caractère propre en termes linguistiques, culturels, d'histoire. Est-ce pour autant qu'il faille se constituer en centre autonome et majoritairement décentralisé par rapport à la République d'une façon générale? Normalement, la promesse républicaine, c'est que chaque région puisse vivre son identité à l'intérieur d'une structure commune qui la chapeaute sans être pour autant autoritaire. Et c'est vrai que c'est un peu regrettable d'avoir le sentiment que ces revendications ressurgissent toujours comme si la République était une forme de carcan, au fond, qui empêchait chacun de vivre ce qu'il a à vivre. C'est ça qui ne va pas. Le deuxième élément, c'est Carole Delga qui l'a souligné, c'est que la présidente de la région Occitanie. La présidente de la région Occitanie et la qui s'exprimait au nom des régions de manière générale, en soulignant que la mobilisation des députés sur ce sujet, est-ce que c'est pas au fond une façon d'aller chercher des sujets consensuels, transverses, pour réussir à se mettre d'accord et à afficher des accords, alors que sur les sujets vraiment structurants du quotidien des Français, là, on ne parvient pas à dégager de majorité? Alors, on se souvient donc du regroupement des régions il y a un peu plus de 10 ans par François Hollande, mais est-ce que ça n'a pas aussi donné, Léo Rossel, quand même, parfois des contours assez artificiels? Et là, en l'occurrence, c'est la fameuse région Grand Est, qui va de l'ex-Champagne-Ardenne donc jusqu'à l'Alsace. Il y a d'autres régions aussi gigantesques comme ça, alors que d'autres ont conservé leurs limites, comme la Bretagne par exemple, ou l'Île-de-France. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un côté artificiel qui peut être corrigé, pourquoi pas, par la réapparition, entre guillemets, d'anciennes régions ? Alors en effet, ça montre les limites de cette fameuse loi de 2015 sur la réforme des régions. Le fait qu'elle était inspirée du modèle des Länder allemands et donc avec plus de pouvoir donné aux régions au détriment parfois de l'État ou des communes, contre la tradition jacobine qu'on a en France qui insiste beaucoup sur ces deux échelons-là essentiels que sont l'État, la commune, avec également les départements pour un certain nombre aussi de prérogatives. Donc en effet, c'est cette loi-là qui a été impopulaire, qui a été faite... Parfois des limites qui avaient été tracées presque, j'allais dire, presque un peu au hasard. Hein. Tout à fait. On peut aussi parler de l'Occitanie, le pays catalan qui a parfois revendique aussi son identité particulière. Je pense que par rapport à ça, on voit bien qu'il y a une focalisation sur les arguments identitaires dans cette proposition de loi. Et qui, avec le fameux désir d'Alsace, cette expression-là qui revient, le désir d'Alsace, les Alsaciens ont un désir d'Alsace. Alors déjà, on peut rappeler qu'il y a un certain nombre de dérogations à la règle commune. Déjà, en Alsace, c'est une collectivité européenne, c'est un statut assez particulier. Ils ont un régime local aussi pour la sécurité sociale, qui est d'ailleurs un peu meilleur que notre régime général. Et puis, il y a le Concordat, qui est... On a Yannis Roder, spécialiste de la laïcité, qui a une atteinte, on pourrait dire, à la laïcité. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on peut... Un aménagement. C'est pas le débat. Et par rapport à ça, pour terminer, on peut dire que ce désir d'identité, il est en même temps, il peut être légitime par le fait qu'il y a en effet des cultures locales, régionales qu'on peut respecter. On peut avoir un désir d'Alsace, un désir de Picardie aussi par exemple, et de bien d'autres régions, bien sûr, un dessin de Coco. Et nouvelle découverte complètement lunaire, un satellite identitaire flottant de loin de la planète Grand Est. Un deuxième dessin, Coco. Et un deuxième, l'Alsace à la République. Merci, Coco. Frédéric, votre duel de la semaine, eh bien, il oppose ce soir deux anciens amis qui ne le sont plus. Oui, Renaud, à ma gauche, Nicolas Sarkozy, 71 ans, l'ancien président entre 2007 et 2012. À ma droite, Claude Guéant, 81 ans, l'un de ses plus fidèles collaborateurs. C'est vrai qu'il a accompagné au plus près l'ascension politique de Nicolas Sarkozy, du ministère de l'Intérieur jusqu'à l'Élysée. Il a été son directeur de campagne, puis son secrétaire général de la présidence, au point qu'à l'époque, la presse le surnomme le Premier ministre bis, ou bien le cardinal, ou encore le chambellan. Claude Guéant, c'est un ancien préfet, à l'époque réputé pour sa droiture, froid mais efficace, un proche parmi les proches, dont Nicolas Sarkozy a d'ailleurs longtemps fait l'éloge, comme ici en 2018. Monsieur Guéant était un collaborateur qui a travaillé d'une manière infatigable à mes côtés.
Mais la tonalité a légèrement changé cette semaine au tribunal à Paris. C'est le procès en appel de l'affaire du financement libyen. Nicolas Sarkozy s'est largement défaussé sur son collaborateur. L'argent liquide, par exemple, dépensé par dizaines de milliers d'euros par Claude Guéant. Nicolas Sarkozy affirme qu'il n'était pas au courant, mais que, effectivement, ça lui semble extrêmement étrange. Je cite, Claude Guéant ne peut pas répondre, il est absent pour raison de santé. Et il faut croire que le proverbe dit juste, les absents ont toujours tort. Car face au juge, Nicolas Sarkozy est même allé plus loin. Il a enfoncé son collaborateur, il dénonce ses erreurs, je cite, et même la ligne jaune franchie par Claude Guéant, ligne jaune avec cette visite secrète en 2005. Claude Guéant se rend en Libye, il y rencontre un très proche du dictateur Kadhafi, c'est son beau-frère, Abdallah Senoussi, qui est par ailleurs condamné en France et recherché par la France pour sa responsabilité dans l'attentat commis à la fin des années 80. À la barre, Nicolas Sarkozy affirme aussi qu'il ne savait rien de ces rendez-vous, ni les déplacements successifs de Claude Guéant en Libye, qui est un État paria à l'époque, mais riche bien sûr de ses revenus pétroliers. Alors finalement, ce procès en appel, ce sera la question centrale. Nicolas Sarkozy, que l'on surnommait l'omniprésident ou l'hyperprésident, pouvait-il ne pas être au courant de ses agissements, ceux de Claude Guéant. Et en face, Claude Guéant qui a toujours revendiqué une extrême fidélité, une extrême loyauté au chef de l'État, a-t-il pu prendre des initiatives politiquement aussi risquées sans en référer évidemment au président? En première instance, les juges avaient estimé que le chef de l'État ne pouvait pas ne pas savoir, d'où sa condamnation. Julie Graziani, on a le sentiment qu'en mettant toute la faute sur ses proches, Nicolas Sarkozy joue quasiment une sorte de va-tout judiciaire. C'est en tout cas une bonne stratégie de défense et une stratégie qui est en cohérence avec le premier jugement. Puisque l'incrimination qui a été retenue, vous l'avez dit, c'est celle d'association de malfaiteurs. On a appelé ça une incrimination un peu chewing-gum, dans le sens où il faut que le juge reconstruise l'élément intentionnel qui n'est pas patent. Donc à partir du moment où il ressort des éléments du dossier et des premières condamnations prononcées, que les éléments matériels sont plutôt du côté de Claude Guéant, parce que c'est là que les voyages ont été documentés, c'est là que les liens financiers ont été retrouvés. Nicolas Sarkozy montrait qu'il n'y a pas d'association. Il y a peut-être un malfaiteur, mais c'est pas lui. C'est ça. Il ne peut pas faire autrement, encore une fois, dans une logique d'efficacité. Il y a la vérité de la défense, la vérité judiciaire et la vérité tout court. C'est trois choses à la fois. Mais il doit absolument desserrer les liens avec cette partie matérielle du dossier qui a été retrouvée pour pouvoir s'en dissocier. Yanis Roder, au risque que les collaborateurs en question finissent par avoir le dos un peu trop large? Oui, c'est très compliqué parce qu'on franchement, on n'est pas dans le secret de ce qui se passe. On peut imaginer que Nicolas Sarkozy et Claude Guéant ont échangé, qu'ils se sont parlé, etc., que tout ça ne tombe pas du ciel, si vous voulez. Voilà. Donc, je ne vais pas m'avancer. Je ne peux pas dire voilà, j'ignore ce qu'il se serait dit, s'ils se sont vus, s'ils se sont parlé. Mais effectivement, il y a une stratégie derrière cette position, ce positionnement, il y a nécessairement une stratégie. Est-ce qu'il s'agit de charger quelqu'un qui finalement ne risque plus grand-chose au regard de son grand âge et de sa santé? Est-ce qu'il s'agit... Voilà, c'est compliqué, c'est difficile. On n'a pas, nous, les éléments qui nous permettent d'aller au fond de cette question. Alors, qu'elle soit juste ou pas, cette stratégie, c'est un autre sujet, mais en tout cas, elle est peut-être efficace, comme le disait Julie Graziani. C'est en tout cas un avis que partage Coco, n'est-ce pas, Coco? Oui, il semblerait sympa, les copains. Sarkozy a affûté sa stratégie de défense. Merci, Coco. C'est maintenant l'heure de la une internationale. C'était ce matin à la une du quotidien libanais L'Orient le Jour, 8 avril, jour de barbarie. Au lendemain de la conclusion d'un cessez-le-feu pour 2 mois entre l'Iran et les États-Unis, Israël a intensifié ses frappes au Liban pour cibler le Hezbollah, mais en faisant 300 morts, dont de nombreuses victimes civiles. On en voit justement à la une de L'Orient le Jour dans ce numéro. Des attaques intolérables, fermement condamnées par la France et une grande partie de la communauté internationale. Benyamin Netanyahou répète qu'il frappera le Hezbollah partout où il le faudra, dit-il, mais il veut aussi désormais discuter avec le gouvernement libanais du désarmement de la milice chiite. Ces attaques israéliennes, Léo Rossel, sont-elles à vos yeux justifiées à cause de la menace du Hezbollah sur Israël ou au contraire disproportionnées? Là-dessus, je rejoins la position justement de Jean-Noël Barrot qui déclare en tout cas que ce sont des attaques intolérables et qui mettent en péril le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis. Donc de ce point de vue-là, évidemment, il y a une position forte qu'on pourrait quand même attendre peut-être... on pourrait un peu attendre d'elle, peut-être qu'elle aille encore plus loin. Le Liban, c'est un allié historique de la France. Et on a vu des prises de position, par exemple, de l'Espagne, de l'Italie, même du Royaume-Uni, et de la chef de la diplomatie de l'Union européenne, qui ont en effet... Qui sont sans effet sur Israël. Tant qu'il n'y a pas de sanctions précises
concrètes prises vis-à-vis du gouvernement israélien. Yanis Roder, il y a des négociations qui sont annoncées, en tout cas par Washington, à ce stade, pour la semaine prochaine, entre le Liban et Israël. Et en même temps, il y a un passif qui semble tellement énorme qu'on part de très très loin en termes de dialogue, bien sûr. On part de tellement loin que la paix n'est pas signée entre le Liban et Israël. Il n'y a pas de paix. Ni même le cessez-le-feu. Ni même le cessez-le-feu. Alors, effectivement, ce qui se passe est absolument dramatique. Et le Liban, la population libanaise est prise en otage. Elle est prise en otage d'abord par le Hezbollah. Je me permets de rappeler quand même que depuis octobre 2023, ce sont entre 12 et 15 000 roquettes qui sont tombées sur Israël tirées depuis le Liban. Ce que fait Israël aujourd'hui est terrible, et la population libanaise, qui est civile notamment, en souffre. C'est absolument abominable. Avec 1 million de déplacés. Voilà, 1 million de déplacés. Donc ce Liban, il est complètement pris en otage, et en même temps, il est complètement paralysé, parce que en réalité, tant que le Hezbollah sera là, ça ne bougera pas. Voilà, ça ne changera pas. Israël a une stratégie, celle de Netanyahou, qui est de taper très fort. On n'est pas sûr que ça fonctionne. Ils ont déjà tapé très fort. Le Hezbollah se reconstitue. Tant que le régime des mollahs, parce que le Hezbollah, c'est la continuité des mollahs iraniens, donc tant que le régime des mollahs sera là, le Hezbollah continuera à se reconstituer. Donc il faut que le Liban se saisisse de cette question. Il faut qu'on lui en donne les moyens, en réalité. Seul le Liban pourra régler cette affaire. Julie Graziani, on a quand même un rapport de force qui paraît compliqué avec le Liban qui a un État faible et Israël qui a un État, au contraire, qui est très fort. Et les États-Unis et l'Iran qu'il faut rajouter dans l'équation, puisque tout ça résulte du cessez-le-feu, ou aurait dû résulter du cessez-le-feu. Il y a une phrase du vice-président Vance qui est un petit peu passée inaperçue, mais qui vous donne la clé de l'affaire. Il dit, si l'Iran veut que cette négociation, c'est-à-dire la négociation que l'Iran et les États-Unis sont en train de conduire, échoue, enfin capote selon son langage, à cause du Liban qui n'a rien à voir avec eux, etc., ça sera de leur faute. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'en fait, il veut contraindre le régime des mollahs à lâcher une bonne fois pour toutes le Hezbollah. Et que c'est pour ça qu'il laisse faire Israël sur son opération militaire actuelle pour mettre enfin un coin entre le régime des mollahs avec qui il continuerait les négociations seulement à cette condition. Donc c'est pas dit clairement, mais c'est ça l'enjeu. Un dessin de Coco. Liban, il y a eu 100 frappes israéliennes en 10 minutes et Netanyahou demande s'il a battu son record de Gaza. Merci Coco. Frédéric, autre dossier de la semaine, c'est une proposition de loi en France pour lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme qui déchaînent les passions. Oui, dans moins d'une semaine, le texte sera débattu à l'Assemblée nationale. Ce sera jeudi et vendredi, mais le débat a en fait déjà commencé dans la société. Plus de 600 000 citoyens ont signé une pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour dire non à cette loi. Une loi qui amalgamerait la critique d'Israël et l'antisémitisme, selon cette pétition. Argument rejeté par le gouvernement qui lui défend cette proposition de loi. Chacun est libre de contester la politique du gouvernement de Netanyahou. Je le fais moi-même. C'est autre chose d'appeler à la destruction d'un État. Et ça n'arrive que pour un seul État au monde. Personne n'appelle à la destruction de l'Iran ou de l'Afghanistan, que je sache, malgré les régimes en place. Le seul État au monde pour lequel on le fait et pour lequel on accepterait que ce soit le cas, comme s'il y avait une exception, c'est Israël. Alors, dans le détail, cette nouvelle loi prévoit une peine d'emprisonnement de 5 ans pour quiconque appelle à la destruction d'un État reconnu par la France. Le texte est porté par la députée Caroline Yadan, députée des Français de l'étranger, dont la circonscription englobe Israël. Cette loi qui vise à lutter, je cite, contre les formes renouvelées d'antisémitisme, élargit aussi le délit d'apologie du terrorisme. Yanis Roder, on sait que la société française est marquée et touchée par une recrudescence forte de l'antisémitisme dans les actes et dans les discours. Est-ce que, selon vous, ce texte est utile pour y répondre ? Vous savez, au fil de l'histoire, l'antisémitisme, qui est très plastique, mute. Quand il y a eu besoin d'une loi, la loi Pleven en 1972 contre les injures et les faits racistes, on a voté une loi. À l'époque, Jean-Marie Le Pen s'est exprimé. Je me souviens très bien de l'avoir, j'y étais pas, mais d'avoir lu ce qu'il avait dit. Il a dit que c'était des lois liberticides. Liberticides. Il n'a pas dit liberticide, mais il avait dit que ça portait atteinte à la liberté d'opinion et à la liberté de penser. En 1990, on a eu la loi Guesso quand le négationnisme s'est affirmé, c'est la négation de la Shoah. Je me souviens très bien que les historiens, là pour le coup je m'en souviens, les historiens étaient montés au créneau en disant c'est une loi qui porte atteinte à la liberté académique. Aujourd'hui, de fait, on a un antisémitisme qui a muté, une haine anti-juif qui a muté et qui se cache derrière des propos vertueux au nom de la résistance du Hamas par exemple, etc. Donc vous dites que ce texte est utile. Non. Vous dites que ce n'est pas une loi liberticide, si je me souviens. Non, pas du tout, c'est pas une loi liberticide, parce qu'on confond souvent l'exposé des motifs
de la loi et la loi elle-même. Or, la loi elle-même n'empêche aucunement la critique, et je pense que c'est vraiment nécessaire, de la politique du gouvernement israélien, quel qu'il soit. Léo Rossel, vous êtes d'accord ? Alors sur ce dernier point, j'ai un peu plus de doutes, et c'est notamment ce qu'ont dit les observateurs de l'ONU, qui ont dit que notamment l'application de cette loi pouvait être à la fois arbitraire et abusive. Donc c'est plus une précaution, je pense, qu'il faut avoir vis-à-vis de cette loi, qui d'ailleurs a beaucoup, cette proposition de loi dont le texte a déjà un peu évolué. Au début, on parlait d'indirect, enfin de provocation indirecte. Voilà. Maintenant, c'est implicite. Donc on voit déjà que certains termes évoluent. Également l'idée de la négation. Voilà. Donc à voir ensuite si elle passe. D'ailleurs, les députés socialistes ont annoncé qu'ils ne voteraient pas. Il y a énormément de débats au sein du Parti socialiste. Il y a encore quelques-uns qui, François Hollande, par exemple, ou Jérôme Gage, soutiennent. Ils co-signent d'ailleurs. Voilà, donc il y a des débats au sein du Parti socialiste, mais il y a un risque qu'elle ne passe pas. Et pour parler clair, ça vous inquiète en tant que citoyen ? C'est une loi liberticide pour vous ? Moi, je pense que, en tout cas, je suis ce que dit l'ONU, qu'il y a un risque, notamment dans son application, dans sa mise en application, et qu'il y a un risque aussi peut-être d'affaiblir durablement l'état de droit sur cette question précise. Alors justement, vous êtes juriste, Julie Graziani. Je me suis plongée dans les débats parlementaires et l'exposé des motifs qui sont tout à fait passionnants. Alors, l'exposé des motifs décrit très finement et très intelligemment ces nouvelles mutations de l'antisémitisme et en particulier en quoi l'antisionisme, en ce qu'il appelle à la destruction d'un État et donc à la vulnérabilisation du peuple juif qui, sans État, est nécessairement vulnérable, est une forme d'antisémitisme. Ceci étant dit, il y a 2 volets dans le projet de loi. Le premier, c'est de créer un délit spécifique pour l'appel à la destruction d'un État dès lors qu'il est reconnu par la République. À noter que le jour où l'État palestinien sera constitué dans des frontières en paix avec son voisin et reconnu par la République, l'État palestinien sera protégé, voilà, mais il n'a pas encore de frontières, mais il bénéficiera de la même protection. Ensuite, sur la partie extension du délit d'apologie du terrorisme ou d'incitation à la haine, en fait, la loi transpose ce qui a déjà été dégagé par la jurisprudence. Donc, il n'y a pas de changement dans l'état du droit positif. Les notions de minoration, d'implicite, toutes ces formes un peu subtiles... D'assimiler les actes terrorisme à une légitime résistance. Il y a ça enfin, voilà, la jurisprudence a déjà dégagé tout un ensemble de critères par lesquels les gens, de manière frauduleuse, font semblant de ne pas faire l'apologie du terrorisme tout en le faisant en réalité, et les juges savent y mettre bon ordre. À noter, et là, ça devient intéressant, que ceux qui crient aujourd'hui au caractère liberticide de la loi sont les premiers qui ont participé à l'extension de cette jurisprudence dans le cas des délits d'incitation à la haine et de provocation à la haine. Ce sont bien eux souvent qui ont permis que cette jurisprudence très fine, avec des critères bien subtils, soit construite petit à petit. Donc ils ont mauvais gré de s'en plaindre aujourd'hui. Yanis Roeder, la France a reconnu la Palestine. Avec ce texte, ça veut dire que toute personne appelant à sa destruction tomberait sous le coup de la loi ? A priori, oui. Alors, je ne suis pas juriste, mais je ne suis pas juge non plus. Mais a priori, oui, ça me semble assez clair. L'État d'Israël n'est pas nommé dans la loi. C'est la destruction, appelé à la destruction d'un État. Voilà. Donc je pense que oui, bien sûr. Et si tel est le cas, la justice passera. Un dessin de Coco. Pétition de la loi Duplon à la loi Yadan, non à la politique toxique de Netanyahou. Merci Coco. Marjorie, c'est maintenant l'heure de votre point com de la semaine. Et ce soir, c'est Objectif Lune. Oui, objectif image inédite de la Lune. L'équipage composé de 3 Américains, dont une femme et un Canadien, devrait rentrer cette nuit après 10 jours passés en orbite. Un voyage à plus de 406 000 km de notre chère Terre, un record. Alors depuis son décollage réussi le 2 avril, l'Odyssée lunaire passionne le monde entier. Je suis née trop tard pour voir Apollo, mais heureusement à la bonne époque pour Artémis, peut-on lire. Il faut dire qu'Artémis 2 nous en a mis plein la vue avec des clichés vraiment époustouflants. Ces derniers jours, chaque photo publiée sur le compte de la NASA devient en quelque sorte un moment de liesse populaire. Je suis sans voix, nous dit par exemple cet internaute devant un coucher de Terre. Une photo historique qui fait écho au célèbre lever de Terre, immortalisé à l'époque avec Apollo 8. Une autre personne qui a aussi été impressionnée, c'est un certain Donald Trump. Le président américain a félicité les astronautes en leur passant un coup de fil depuis la Maison-Blanche. Des éloges marqués par quelques secondes de silence des astronautes. Une séquence devenue virale sur les réseaux.
Arriver à quitter la Terre, mais être obligé d'écouter cette foutue voix, s'amuse cet internaute, en référence évidemment à celle de Donald Trump. D'ailleurs, dans les médias et sur les réseaux, les blagues et l'anecdotique ont pris autant de place, si ce n'est plus, que la science. Exemple, la célébrité soudaine d'un pot de pâte à tartiner. Lors d'une vidéo que vous voyez, on le voit flotter avec une certaine grâce dans les airs, en cause évidemment la pesanteur. Une publicité inattendue pour la marque qui n'a pas manqué de surfer sur cette célébrité interastrale. Autre vedette inattendue, ce sont les toilettes. Leur panne a fait la une de plusieurs médias. Premier couac pour la mission Artemis, titre par exemple l'Indépendant. Alors un couac, il y en a eu un toutefois, et un vrai. Sur les réseaux, la NASA a annoncé par erreur qu'Artemis 2 est la première mission à voir la face cachée de la Lune avec des yeux humains. Il n'en a pas fallu plus pour remobiliser les complotistes qui ne sont jamais très loin, il faut le dire. Alors comme à l'époque, des personnes affirment que tout est faux. Les images seraient en fait tournées en studio, sur fond vert, voilà. C'est ce que pensent les gens, enfin une partie, en tout cas les complotistes. Et certains pensent même détenir la preuve ultime. Lors du décollage, les astronautes auraient été évacués dans cette nacelle que vous voyez, une sorte de téléphérique, et donc ils n'auraient jamais décollé. Alors les héritiers de ceux qui affirment qu'Armstrong n'a jamais posé le pied sur la Lune en 69 sont donc bien là, même en 2026. Alors une question pour vous, Julie Graziani. Est-ce que cette mission, même s'ils ne sont pas encore de retour, on peut dire que c'est 100% réussi et surtout que c'est un énorme coup de com' pour les États-Unis ? Mais ça l'est toujours. Finalement, 60 ans, 70 ans après Neil Armstrong, même s'il n'a pas posé le pied sur la Lune, peut-être, non, ça ne vaut rien, si, je blague, ça fait rêver. Et à chaque fois, c'est Thomas Pesquet dans l'espace, on a toujours ça, ça reste cet espace interstellaire, c'est un peu c'est Pascal, c'est le silence éternel de ces espaces infinis mais frais, quoi, c'est ça. Et Léo Rossel, ça relance un peu cette course au spatial, du coup ? Oui, en tout cas, ça montre qu'on a une fascination, en effet, pour l'espace, pour ses limites planétaires. Et je pense notamment à la Chine, qui est aussi, vous aviez récemment un sujet là-dessus, qui est la prochaine grande puissance, justement, spatiale. C'est justement pour faire, en quelque sorte, c'est à cause de cette rivalité vis-à-vis de la Chine que Donald Trump avait lancé ce programme lors de son premier mandat. Oui. On voit, il y a aussi un affrontement qui se déplace aussi dans l'espace. Et donc son coup de com' ici est très maîtrisé, très bien fait, surtout par rapport à ce contexte de crispation et de conflits internationaux. Ça lui permet d'avoir un peu de hauteur, justement. En tout cas, c'est vrai qu'on peut douter de certaines choses qu'on a cru voir, et Coco, elle ouvre l'œil et le bon. Hein. Eh oui, on a marché sur ou dans le complotisme. On voit bien que c'est pas du vrai Nutella. Voilà. C'est de la pâte à tartiner. Un deuxième dessin. Et le deuxième, idée complot, parce qu'ils sont toujours plus inventifs. Les cratères lunaires, c'est de l'acné d'ado, filmé en gros plan. C'est pas bête. Merci Coco. Alors, mes amis, vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux un autre sujet d'actualité dont vous vouliez parler cette semaine. On va commencer avec votre photo, Julie Graziani. Ce sont des élections législatives déterminantes dimanche en Hongrie, et le Premier ministre hongrois sortant, Viktor Orban, au pouvoir depuis 16 ans, a reçu le soutien de J.D. Vance, le vice-président américain. Oui, Viktor Orban est en difficulté. Il est mis en difficulté par un parti de droite. C'est pour garder toute proportion sur l'inquiétude que pourrait avoir le président Trump sur l'issue des élections. Mais on est passé d'ingérences étrangères cachées qu'on décelait, qu'on essaye de débusquer dans les élections, à maintenant une intrusion qui s'affiche ouvertement. Donc la question devient, l'année prochaine en France, est-ce que les États-Unis, une puissance étrangère, ou le président Trump ou toute autre puissance étrangère, se permettra ce type d'intervention ? Merci Julie. On va enchaîner avec votre photo, Léo Rossel. Il s'agit de la rencontre de deux présidents sud-américains, le président argentin Milei et puis le nouveau président chilien Kast. Oui, j'ai choisi cette photo parce qu'elle est révélatrice de la montée de l'extrême droite à travers le monde, et ici en particulier en Amérique latine. Alors ces deux personnages-là représentent deux familles différentes de l'extrême droite. D'un côté, le premier, Kast, est un ultra-conservateur, nostalgique de la dictature de Pinochet. Le second est un libertarien, de tendance un peu trumpiste, mais qui sait aussi parfois, par opportunisme et par goût de la provoque, faire du révisionnisme historique. Mais là où ils se rejoignent vraiment, c'est à la fois sur une conception autoritaire du pouvoir, et puis également sur une forme de bataille culturelle qui mène,
contre tout ce qui ressemble de près ou de loin à la gauche, sur l'intervention étatique, sur les services publics, etc. Et puis un dernier point, pour ancrer un peu aussi cette question en France, je rappelle que la Maison de l'Argentine récemment a retiré une plaque qu'il y avait en hommage aux 30 000 victimes donc, de la dictature argentine. Merci Léo Rossel. Et on finit avec votre photo, Yanis Roder. Vous nous emmenez à Cuba. Oui, Cuba, c'est très triste ce qui se passe à Cuba. On voit une manifestation contre le blocus américain. Voilà, parce que effectivement, la population cubaine souffre. Mais elle souffre à la fois, elle est prise en étau, là encore une fois, une autre population prise en étau, entre les Américains qui, bien sûr, rêvent de faire tomber ce régime castriste, et puis un pouvoir qui ne garantit absolument pas, c'est le moins qu'on puisse dire, les libertés fondamentales aux Cubains. Merci Yanis Roder. Un dessin de Coco qui se réfère à la photo de Julie Graziani, parce que Viktor Orban n'est pas soutenu par tout le monde, hein, n'est-ce pas Coco ? Non, il est déçu de ne pas avoir votre soutien, Julie Graziani. Ah. Merci Coco. Et c'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité de la semaine qui va nous aider à apprendre la joie de vivre. Et oui, c'est possible. Et c'est l'objet du seul en scène de Michael Hirsch, auteur et comédien. Il y a de la joie. C'est le titre de ce spectacle. Bienvenue à vous. Alors, c'est l'histoire de la quête pendant un an de cette joie qui ne vous est pas tellement familière, il faut bien le dire, Michael Hirsch. Ça donne un spectacle qui est à la fois très drôle et très sensible aussi. Et puis c'est un vrai effort pour vous hein, de partir comme ça en quête de joie hein, pour essayer d'apprendre cette joie de vivre. Parce que, et c'est d'ailleurs le point de départ de votre spectacle, un beau jour, votre femme vous l'a dit, Michael, la joie de vivre, c'est pas ton truc. Exactement. Et au début, j'y croyais pas. Ouais. Et j'ai posé la question à mes amis. Et ils m'ont confirmé que c'était pas mon truc. Vous vous en rendiez pas compte ? Je m'en rendais pas vraiment compte. Et en même temps, je m'en rendais un petit peu compte parce que depuis des années, j'essayais le développement personnel. Et j'essayais cette quête du bonheur. Et plus je pratiquais, et plus c'était catastrophique. Je suis devenu une sorte d'expert du développement personnel. C'est comme le développement personnel, mais plus je pratique et plus je me sens nul. Et qu'est-ce qui avait mis la puce à l'oreille à votre femme pour le remarquer ? Peut-être le choix de vos lieux de vacances, non ? Ça l'a... Oui, absolument. Ouais. Absolument, le choix de mes lieux de vacances. C'est-à-dire que quand on part en vacances, je vais voir le mémorial de la torture, je vais voir... à Prague, hein, à Prague. Très bien. Formidable. Un lieu d'extase, on peut le dire. Effectivement, oui, c'est ça le démarrage de ce spectacle. C'est cette phrase anodine. Et puis, ça me lance dans cette quête de la joie de vivre où je me donne un an pour apprendre la joie de vivre. Marjorie ? Dans le spectacle, vous mobilisez des concepts scientifiques, philosophiques, donc j'imagine que vous avez dû faire des recherches. Est-ce que ça a été facile de vulgariser tout ça pour en faire un spectacle amusant au final ? Oui, ça a été assez difficile. J'ai fait 7 mois de recherche autour de la question des émotions, du bonheur, de la joie de vivre. Au terme de ces 7 mois de recherche, j'avais 700 pages de notes de lecture et je me suis dit, il y a 2 options. Soit j'en fais un essai très, très ennuyeux et très sérieux sur la joie de vivre, soit j'en fais un spectacle et je me moque de moi. Et j'ai choisi la deuxième option. Et d'ailleurs, alors, il y a un concept qui m'a marqué, l'habituation hédonique. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on s'habitue très vite au plaisir et aux événements positifs. Et l'habituation hédonique, c'est justement ça. C'est un petit procédé hérité de l'évolution pour nous conserver en mouvement. Si un chasseur-cueilleur, il tombe sur un bosquet de cassis, admettons que là, sur le plateau, c'est tous notre fruit préféré, le cassis. Si il mange des cassis et qui prend toujours autant de plaisir à en manger, il va finir par mourir, soit de la diarrhée parce qu'il aura mangé trop de cassis, soit de la faim parce qu'il aura mangé des cassis sans chercher autre chose. Oui. Alors Michael Hirsch, c'est un seul en scène, mais vous n'êtes pas en fait tout seul en scène. C'est-à-dire, il y a 2-3 personnages que vous imitez et qui vous accompagnent dans ce spectacle. Il y en a un notamment parce que, évidemment, quand on est malheureux, quand on s'interroge sur son destin, sur sa vie, sur le sens même de l'existence, on va souvent voir un psy. Vous allez voir un psy bien particulier, et qu'est-ce qu'il vous dit ? Bah oui, je vais voir un psy particulier. Moi, j'ai une passion depuis très longtemps pour Fabrice Lucchini. C'est un des comédiens qui m'a donné vraiment envie de faire ce métier. Et je me suis dit, et si je le faisais moi-même ? Je rêve de jouer avec lui. Je vais m'en occuper moi-même, ça sera beaucoup moins cher pour la production. Et donc ce psy, il a un petit rôle dans le spectacle. C'est un psy à la fois très déprimé, passionné de Cioran et de Nietzsche, très différent de Fabrice Lucchini dans la vie. Et il est là pour nous parler de joie de vivre. Et ça, c'est pas peu de choses en 2026 que de parler de joie de vivre. Là, on est sur Arte, entre un documentaire sur le stalinisme et une soirée rétrospective des films les plus déprimants sur Michael Haneke. Et on parle de joie de vivre. Il y a un petit miracle. Et je vous dois combien ? 100 balles et on cache.
Avec au passage quelques citations de Suran qui sont assez évidemment joyeuses. Très joyeuse. Suran qui dit « Ne nous suicidons pas tout de suite, il y a toujours quelqu'un à décevoir ». C'est vrai. Il y a aussi, parmi tous les questionnements qui vous accompagnent dans cette quête de la joie de vivre et qui peut-être font que ce n'était pas votre truc, comme disait votre épouse au départ, il y a une question, il y a un tiraillement identitaire, je crois, n'est-ce pas Yanis Roder? Oui, j'ai lu la présentation de votre spectacle et de qui vous êtes. Et bon, vous êtes un descendant de réfugiés ayant fui le nazisme, une histoire familiale nécessairement tragique dans ces époques-là. On n'a pas forcément envie d'en rire, mais... Parce qu'en fait, dans l'humour juif, il y a toujours ce côté absurde. Est-ce que ça vous a inspiré, cela? Oui, je le raconte, c'est-à-dire que je me suis dit, je suis juif allemand. Je me suis dit, avec une contrariété intérieure pareille, la joie de vivre, c'est pas gagné. Il y a une contrariété, évidemment, entre le juif et l'allemand, mais il y a aussi une contrariété allemande vis-à-vis du bonheur. Parce que dans la langue allemande, le bonheur, le mot bonheur, ça vient d'un vieux mot médiéval qui signifie convenable. On sent quand même les prédispositions allemandes à pas tout de suite être dans le bonheur absolu. Vous prenez des petites notes dans un carnet de ce qui vous rend joyeux. Qu'est-ce qu'on y trouve alors dans ce carnet? Manger du crumble aux pommes, aux poires, manger du crumble, en gros. Prendre une douche brûlante, faire une sieste, passer un bon moment sur Arte avec des gens merveilleux. Bonne pioche. Julie? Les seules enseignes reposent souvent sur l'autodérision. Vous la rangez dans quelle catégorie, l'autodérision? C'est du désespoir élégant ou c'est on se moque de soi, on fait rire et c'est de la joie de vivre du coup? C'est merveilleux comme question. C'est Romain Gary. Merci, elle vient de venir. C'est Romain Gary qui parle de l'humour et qui dit que l'humour, c'est justement c'est l'être humain qui reprend pouvoir sur sa dignité dans une situation tragique. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, j'étais dans un moment un peu tragique de mon existence où je me disais, en fait, est-ce que c'est foutu pour moi, le bonheur, la joie de vivre? Et je me suis dit, tiens, je vais creuser le sujet et je vais essayer de résumer un an de recherche en 1h15 de spectacle. Et vous montrez d'ailleurs, au cours de ces 1h15 de spectacle, que se forcer à être heureux, c'est le meilleur moyen de ne pas l'être? Ah bah oui. Oui. En fait, c'est tout le problème du développement personnel. Eva Illouz, qui est une grande sociologue, a écrit un livre avec Edgar Cabanas qui s'appelle Apicratie et qui montre qu'en fait, le développement personnel est une sorte de religion moderne dont le bonheur serait le paradis. Et donc, on nous vend le bonheur comme une sorte d'état stable auquel on pourrait parvenir à l'issue de milliers de pratiques et de sacrifices. La joie de vivre, c'est une perspective tout à fait inverse. C'est de dire, on va commencer par se dire que la vie, c'est formidable. Et après, on verra comment ça se passe. C'est en gros faire le pari de la vie avant la mort, là où le bonheur, c'est le pari de la vie après la mort. Et alors, pour aller chercher cette joie de vivre, vous égrenez aussi un certain nombre de stages, de tentatives dans votre spectacle. Il y en a un, par exemple, qui est un peu dangereux, qui est tentant. Hein. Son intitulé est tentant, mais c'est un peu dangereux. C'est quoi? Mais oui, c'est le parachute. Oui. En fait, je me suis moqué de cette grande tendance actuelle des sports extrêmes. Ouais. On voit les gens qui vont faire du trail, qui se mettent dans des états pas possibles, etc. Alors évidemment, quand son corps entier est devenu une plaie béante et sanguinolente, après le quotidien doit sembler assez heureux. Et effectivement, je parle d'un prof de parachute qui dit, en fait, pour apprendre à gérer vos émotions, vous allez sauter de l'avion avec un prof dans le dos, 2000 mètres dans le vide, vous n'avez pas le droit de crier, et là, vous allez apprendre à gérer vos émotions. Ça, et puis il y a escalader. Escalade et lâcher prise. Oui, c'est la même chose. On le fait qu'une fois en général, mais c'est distrayant. Merci mille fois, Michael Hirsch, d'être passé par le plateau de 20 minutes. Il faut absolument aller voir votre seule enseigne. Il y a de la joie qui est prolongée, tellement c'est un succès considérable. Donc vous êtes au Théâtre de l'Œuvre à Paris jusqu'au 25 juin, puis vous partez en tournée en France. Et on vous trouvera aussi du 4 au 25 juillet, au Festival Avignon Off. Et en l'occurrence, ça s'arrange, votre quête de la joie. Vous y êtes prête? La destination de vos prochaines vacances, c'est Avignon. Ah bon, d'accord. Oui. C'est plus la Forêt Noire. C'est plus la Forêt Noire. Ah bon, d'accord. Je le remets à plus tard. D'accord. Merci, Michael Hirsch. 2 dessins de Coco. Que de la joie tout le temps, monsieur Hirsch. Une diarrhée au cassis, j'adore le cassis. Merci Coco pour cette petite note printanière. Un deuxième dessin. Monsieur et Madame Hirsch en vacances, il y a de la joie. Heureusement que Madame Hirsch est rationnelle. Bonjour les hirondelles. Merci Coco. Et c'est maintenant l'heure de retrouver notre ami David Casseo-Lopez. En vrai, un sacré guéluron. Le voici. Chaque semaine, David, bienvenue à vous. Vous venez nous parler d'un objet. Votre chronique s'appelle « Le monde des choses ». Le monde des choses, le monde des choses. Posez ce bout de bois. David, ce soir, vous allez nous parler de la cigarette électronique. Oui.
Alors, fumer, vous le savez, Renaud, c'est mauvais pour la santé. Alors, bien sûr, il y a des choses qui sont encore plus mauvaises pour la santé que de fumer, comme par exemple manger de l'uranium ou lécher des chats morts. Mais ce sont des pratiques, vous l'avouerez, moins courantes. Si vous êtes fumeur, arrêter de fumer, c'est très probablement le chemin le plus sûr vers une vie plus longue. Alors, il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, j'ai un oncle, il a vécu jusqu'à 130 ans en fumant 9 paquets par jour. » Mais ces gens-là ne comprennent pas la différence entre une anecdote et une probabilité, entre un cas particulier et une moyenne, et je vous avoue qu'ils me rendent un petit peu triste. Alors, vapoter non plus, c'est pas ouf pour la santé, mais ce qui est sûr, c'est que dans l'état actuel de nos connaissances, c'est moins mauvais pour la santé que de fumer des cigarettes. Si tous les fumeurs vapotaient au lieu de fumer, c'est à peu près certain que le monde serait en meilleure santé. Bien sûr, ce serait mieux que personne ne fume rien, jamais, ni crack, ni tabac, ni cigarette électronique. Ça, ce serait vraiment le nirvana en termes de santé publique. Mais des fois, j'en ai déjà parlé dans les médias, ces rêves de perfection constituent un obstacle à l'amélioration du monde. Vous l'aurez compris, je suis donc un adepte de la cigarette électronique comme palliatif imparfait au vice du tabac. Et c'est pour ça que je me suis rendu il y a quelques semaines au salon Vapexpo à Paris, entièrement consacré à la cigarette électronique. Alors vous le savez, globalement, on n'a plus le droit de vapoter en intérieur. Et donc l'une des principales choses qui frappe quand on arrive au salon Vapexpo, c'est que absolument tout le monde vapote en intérieur, au point que l'atmosphère entière de l'immense hangar d'exposition est chargée d'une sorte de brouillard, version actualisée des bars en fumée de mon adolescence. Alors bien sûr, il y a des cigarettes électroniques par milliers dans ce salon, mais comme toujours, moi, ce qui m'a attiré, ce sont les innovations. J'ai donc demandé autour de moi, quoi de neuf dans le monde de la cigarette électronique? Et on m'a dit, mec, va voir les gars de chez Relax, ils ont des trucs nouveaux de malade. Alors j'ai marché dans les allées du salon et je suis allé voir les gars de chez Relax, société chinoise fondée en 2018 par Kate Wang, qui est aujourd'hui l'une des, si ce n'est la femme la plus riche de Chine. J'ai été accueilli par un monsieur très gentil qui s'appelle Brice Lepoutre et qui était là avec son fils Kylian Lepoutre, et ils m'ont montré tout ce qu'il y avait de nouveau. Alors, plutôt que de filmer les innovations dont ils m'ont parlé, je vous les ai apportées ici, et je vais donc pouvoir vous en faire la démonstration. Alors d'abord, vous le savez, quand vous tirez sur une cigarette électronique ou une puff, qui est une cigarette électronique jetable, il y a de la vapeur qui entre dans vos poumons, et quand vous expirez, ça fait un gros nuage qui n'est pas très discret. Démonstration, je fais ça. Ouais, difficile de passer inaperçu quand on fait ça. Oui. Voilà. Eh bien, pour régler ce problème de discrétion, je vous présente la cigarette électronique sans fumée. Okay, vous tirez dessus, la sensation est la même que pour une cigarette électronique, mais quand vous exhalez, quand vous soufflez, il n'y a pas de fumée qui sort. Démonstration une nouvelle fois. Rien du tout. Renaud, imaginez par exemple, imaginez par exemple que vous êtes Renaud, imaginez que vous êtes dans un hôpital pour enfants, vous avez une petite fringale de nicotine, vous n'arrivez pas à vous empêcher, mais vous n'avez pas envie de descendre dans la cour parce que c'est ennuyeux, hop, ni vu ni connu, même dans un avion, ça peut marcher très très bien. Mais la plus remarquable des innovations, à mon sens, c'est pas celle-là, c'est ça. Ça, c'est une puff à fumer, non pas avec la bouche, mais avec le nez. Et ça, c'est super impressionnant. Regardez, je plaque la puff sur mes narines comme ça, j'inspire. Alors vous allez me dire, qui ça peut intéresser de fumer par le nez? C'est une question tout à fait légitime. Eh bien, la cible, ce sont en premier lieu les femmes. Parce que si vous êtes une femme, parfois même un homme, enfin surtout les femmes, vous portez quelquefois du rouge à lèvres. Donc si vous fumez par la bouche, vous en foutez partout, du rouge à lèvres ou du gloss sur votre cigarette électronique. Mais avec cette puff, le problème est réglé. Vous pouvez être là parfaitement avec votre gloss et vous faites... Voilà, ça sort et il n'y a aucun problème. Alors... Cette puff de nez, elle ne peut pas être commercialisée en France parce que les puffs jetables, les cigarettes électroniques jetables sont interdites en France. En revanche, vous pouvez l'acheter aux États-Unis. Et moi, voilà, j'ai hâte d'aller aux États-Unis pour en
c'est tout ce qu'on pouvait dire, je pense, aujourd'hui sur la cigarette électronique. J'ai décidé de vous offrir celle-ci, la puff, pour les hôpitaux pour enfants. Oui, j'y vais de ce pas. Ouais, exactement, parce que l'autre, je la garde pour moi. Voilà. Merci beaucoup, David. Vous m'avez bien gâté, encore une fois. Merci à vous. Et on en apprend tellement chaque semaine avec vous. J'espère. Voilà, vous me faites progresser sur le chemin de la science. Coco aussi, vous allez voir un dessin de Coco. Oui, Artemis 2, c'était pas une clope électronique en fait. Eh ben voilà, encore un mystère résolu. Merci à tous les amis. On se retrouve demain à la même heure, 20h05 sur Arte pour 28 minutes samedi et son club international. Et comme toujours, on va se quitter en musique avec un clin d'œil évidemment à votre chronique. David, on vous a senti enthousiasmé par la cigarette électronique. Et on comprend pourquoi quand on écoute Sylvie Vartan, évidemment, puisque... L'amour c'est comme une cigarette, ça brûle et ça monte à la tête. Quand on ne peut plus s'en passer, tout ça s'envole en fumée. L'amour c'est comme une cigarette, ça flambe comme une allumette. Ça pique les yeux, ça fait pleurer et ça s'envole. Je peux être française en robe